Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous Bonjour. retrouver. Bonjour, bonjour Pauline, bonjour David, bonjour Karim. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Design Bento Box. Aujourd'hui, on va parler de Design Sprint. On va le faire donc avec Pauline Thomas, Pauline la fondatrice du laptop, David Huguet, qui est le fondateur d'Archivolt, et Karim Bedamida, qui est Design et Stratégie Lead chez Vedvet Consulting. C'est un événement interactif, donc je vous encourage toutes et tous à interagir avec nous par le chat. Voilà. Vous pouvez aussi poser vos questions directement dans l'onglet questions et y voter pour les questions des autres personnes. N'hésitez pas, aujourd'hui on devrait avoir un peu de temps pour répondre à un maximum de questions. Donc voilà, vraiment c'est un événement qui se veut le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions dans cet onglet et voter pour les questions des autres participants également. Comme d'habitude, je commence avec un tout petit instant promo. Mais voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas le laptop, sachez que le laptop a été fondé par Pauline, du coup on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, en 2012. L'objectif du laptop, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des designers d'évoluer sereinement dans leur pratique et leur carrière. On accompagne aussi des personnes qui souhaitent se reconvertir. Pour cela, aujourd'hui, on propose plus de 16 formations qui vont de l'UX design à la facilitation en passant par le design systémique ou l'UX writing, même le design ops, qui est une de nos formations les plus récentes avec la formation accessibilité. Et on essaye aussi d'organiser un maximum d'événements comme ceux d'aujourd'hui, en ligne, en présentiel, et on met un maximum de ressources en ligne également. On a aussi pour ça des partenariats avec beaucoup d'associations et d'entreprises comme Designer Ethic, Flupa, Hexagon UX, Friends of Figma ou encore Product Tank. Un petit instant encore pour vous parler de 2 formations qui peuvent vous intéresser si le sujet du Design Sprint vous intéresse. On a une formation qui est un peu une de nos premières formations, je crois, Pauline, si je me trompe, mais sur le Design Sprint. Alors aujourd'hui, le format a bien sûr évolué et aujourd'hui, en 5 jours, vous participez à un vrai design sprint dans des conditions réelles avec un porteur de projet. Le plus souvent, c'est un sujet autour de l'innovation sociale ou l'innovation environnementale. Et on a aussi une formation qui s'appelle Sprint Master et Facilitation, qui est la fête imaginée pour vous aider à développer vos compétences de facilitateur. Merci Aurélie pour ton petit message sur la formation Design Ops. Et la formation Design Sprint, du coup. C'est gentil. Voilà, bon, n'hésitez pas à aller sur notre site si ça vous intéresse. Vous pourrez aussi nous contacter via notre site pour avoir plus d'informations. Voilà, on va commencer assez directement. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'entrer trop dans les détails de la définition du Design Sprint. Donc on va plutôt essayer de faire un petit tour de table interactif et de découvrir ce que c'est que le Design Sprint pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas encore très bien via nos participants. Je vais me tourner vers toi, du coup, David, vu que c'est toi qui est un peu à l'origine de cet épisode, c'est toi qui nous as proposé ce sujet. Je rappelle donc les design sprints au-delà des produits numériques. Donc, David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton premier ou d'un de tes premiers design sprints? Alors, merci pour l'invitation et pour avoir répondu favorablement à ma proposition. Moi, j'accompagne principalement des PME et des ETI dans la maximisation de l'usage de leurs données. Voilà. Donc, je suis assez sectoriel, hein, même si de temps en temps, je vais filer des coups de main à d'autres copines qui font du design sprint. Voilà, moi j'ai un passé de développeur. Je suis le guide de la bande. Voilà, développeur, architecte, système d'information, machin, des trucs assez tech, et plutôt dans des grandes entreprises. Mais l'envie que j'ai eue, voilà, il y a 2-3 ans, c'est tout ce qu'on fait dans les grandes entreprises, toutes les méthodes qu'on utilise, voilà, les adapter pour les PME. C'est vraiment ça. Voilà. Et puis, dans les nombreuses, avec ma valise de méthodes et d'outils, il y avait le design sprint. J'ai été formé par Pauline quand j'étais à la SNCF à l'époque. Voilà, on avait travaillé sur une offre post-Covid pour les télétravailleurs. Voilà. Ouais. Qui a été reprise d'ailleurs par la direction de la SNCF, mais pas du tout comme on l'avait. Voilà, bon, bref. On en parlera aussi les résultats de sprint qui font flop des fois. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, moi, dans mon métier, on a tendance à croire, et je me suis présenté comme ça, hein, que c'est que de la technique et machin, mais en fait, en définitive, la technique, on trouve toujours des solutions. Par contre, les problèmes humains, c'est 90% des cas. Et le principal, c'est le truc, c'est qu'on n'arrive pas à aligner la vision stratégique à la vision des vrais usages terrain.
Donc c'est comme ça que j'utilise moi le design sprint. Un des premiers, ça a été dans une petite start-up montpelliéraine qui est biotech, où ils utilisent beaucoup de données. Puis ils s'étaient dit pour financer leur croissance, toutes leurs données, ils voulaient créer des nouveaux produits avec les données qu'ils avaient d'anciens produits. Et puis ils passaient de 12 à 50 personnes. Et puis c'était compliqué. Puis ils savaient qu'ils allaient passer à 200 après et que la tradition orale ne marchait plus du tout. Voilà. Et puis ils avaient vu un framework qui s'appelle le Data Mesh. C'est de la fédération en termes d'organisation. On pense la donnée comme un produit, voilà, ce genre de principe-là. Et puis ils se sentaient bien que ça pouvait les aider, mais ils ne savaient pas du tout par quel bout prendre le truc. Et puis, en définitive, se mettre ensemble, se dire voilà où on est aujourd'hui, que les grands patrons puissent leur dire voilà où on veut aller demain et voilà ce qu'on attend de vous. Et derrière leur présenter des expériences, leur présenter le framework tel qu'il existait et qu'ils puissent se projeter et le tester. En fait, ce qu'on a fait en design sprint, voilà, on est sorti avec une espèce d'organisation qui était un peu bancale. Je ne sais pas si tu l'avais ou on la projettera tout à l'heure peut-être. On verra tout à l'heure. On regarde ça pour tout à l'heure. On regardera tout à l'heure, c'est ça. En définitive, on sort avec des principes, des trucs qu'ils ont réfléchi ensemble. Et puis, c'est pas immédiat, mais ils savent qu'à tel endroit, on va discuter de tel truc, qu'on mettra telle information à tel endroit. Et petit à petit, la transformation se fait comme ça. Et c'était tout sauf du numérique, quoi. Trop bien. Merci. Du coup, effectivement, on va revenir sur cet exemple un peu plus en détail. J'ai les schémas bien au chaud. Karim, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci David d'avoir lancé cette proposition. Merci au laptop de m'avoir invité. Donc moi, c'est Karim Belamida. Je suis effectivement designer d'expérience et aussi stratège d'expérience. Je m'occupe principalement d'accompagner, dans mon cas, c'est plutôt des grandes entreprises en général, avec leurs points de force et pas mal de points de faiblesse, dans la transformation de l'expérience qu'ils délivrent, soit en interne auprès de leurs collaborateurs, soit auprès de ce qu'on appelle l'utilisateur, usager, consommateur, tout ça. Donc c'est des entreprises qui sont souvent affectés par la lenteur, qui ont des digital factory, donc qui ont déjà pas mal de méthodes, parfois peuvent être même assez matures, et même les plus matures, malheureusement, peuvent être pris par problème de lenteur, de bureaucratie, de silotage, de manque de communication interne. Donc le design sprint, dans mon expérience, plutôt sur ces 5-6 dernières années, est plutôt venu comme souvent une panacée pour essayer de mitiger, de faire parler les gens, de les aligner, voire potentiellement de ne pas arriver à les aligner, mais au moins les mettre dans une salle et se dire clairement dans la face, on n'est pas aligné, mais c'est pas grave, au moins on le sait. Et dans certains cas quand même d'atterrir sur des artefacts, donc des choses assez tangibles, que ce soit des sketchs, que ce soit des interfaces pour des applis, pour des sites, ou comme ça sera le cas aujourd'hui, on va se parler, des choses qui n'ont pas forcément dégainé sur des produits numériques, mais plus des vues de l'esprit. Voilà, donc moi, mon premier design sprint a été en revanche, lui, plutôt orienté digital. C'était pour une enseigne e-commerce qui avait une digital factory, qui avait son backlog, qui avait sa roadmap assez lourde, et en même temps, comme ils n'arrivaient pas pour autant à craquer un certain nombre de problèmes autour de l'HP de leur site e-commerce. Donc, ils m'ont demandé, moi et l'équipe, de penser à comment optimiser cette page d'accueil en apportant un peu plus d'image de marque, de personnalité, et en même temps en composant avec le design system existant, et en même temps faciliter les parcours des utilisateurs, mais en même temps en gardant quand même un funnel de conversion assez simple. Donc, ce qu'on a dit, c'est très bien. On se retrouve déjà dans une même salle et on essaye, dans l'espace d'une journée,
Donc ça, par contre, ça a été quand même assez régulier, le fait d'avoir un design sprint souvent compressé sur une journée, d'arriver au bout de la journée avec quelque chose de tangible sur lequel on puisse se retrouver en accord. Et on a aussi à avoir quand même quelques pistes d'interface qu'ils ont pu après derrière passer en test utilisateur interne. Alors je ne sais pas ce que ça a pu donner. Je pense que c'est fini dans les rouages de la Digital Factory, comme a anticipé David avant. Mais en tout cas, voilà, ça, en soi, le format a fonctionné. Donc j'en suis resté enthousiaste et j'ai pas hésité à le répliquer quand j'ai eu la possibilité. Génial. Merci pour ce témoignage, Karim. Moi, comme vous avez commencé à les évoquer, hein, David et Karim, on voit qu'il y a des fois des petites complications dans les design sprints, mais ça, on va se garder ça pour la dernière partie, voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Pauline, du coup, je me tourne vers toi. Si tu veux te présenter en quelques mots et puis peut-être nous donner un peu ton point de vue sur le design sprint, vu que c'est quand même un sujet que tu connais un peu, je crois. Yes. Donc ouais, du coup, je dirige aujourd'hui le laptop. Donc oui, en fait, comme je suis designer, pour moi, c'est vraiment faire travailler les gens ensemble et puis surtout que les entreprises travaillent bien ensemble. Et c'est vrai, comme tu disais, David, en fait, les seuls vrais problèmes qu'il y a dans les entreprises, c'est des problèmes de communication. Donc c'est pour ça que le design sprint, ça c'est venu pour moi comme un outil, quoi, un outil pour simplifier tout ça, aligner les gens. Et surtout, ce qu'on voit, enfin, ce qui est vraiment une constante, c'est que le produit que les gens achètent, c'est vraiment le résultat d'une bonne organisation, ou mauvaise, hein, d'ailleurs. Et du coup, une fois que, voilà, si tout va bien, c'est cool. Mais dès qu'on a une bonne petite crise, voilà, des problèmes économiques, etc., voilà, l'entreprise est impactée, donc le produit, forcément, l'est aussi. Donc, tout change, les résultats ne sont plus les mêmes, donc il y a plein de niveaux. Il y a vraiment beaucoup de niveaux, que ce soit la satisfaction client, la performance, l'engagement, la productivité, la marque, la stratégie, tout est impacté. Et du coup, à ce moment-là, c'est souvent la stratégie, la direction qui se tourne vers les équipes produits, les équipes design pour résoudre les problèmes, développer plus de ventes, développer de nouveaux produits. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre vraiment quel est le problème avant de se lancer dans toutes ces améliorations, nouveaux services, parce que tout ça, ça coûte cher, et puis ça crée beaucoup de bruit pour les organisations, c'est plus de développeurs, vous voyez le délire. Donc du coup, le truc de base quand même avant de travailler sur un produit, c'est de savoir si c'est à quel niveau du produit, justement à quel niveau de l'entreprise, parce que finalement l'entreprise c'est un produit, à quel niveau d'entreprise on peut identifier les dysfonctionnements, à quel niveau de l'organisation, quel process, voilà, et du coup, des fois, c'est vraiment pas le produit final qui pose problème. Donc, et souvent d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que, voilà, le sujet est vraiment intéressant parce qu'en fait, finalement, ça touche tous les produits. En fait, ça, avant de parler de produits, on parle entreprise, on parle organisation. Et là, du coup, c'est des méthodes spécifiques et du coup, Karim et David vont parler, enfin, pas forcément rentrer tout dans les méthodes à fond, mais en fait, il y a plein de méthodes, pour, en fait, réunir, faire émerger les problématiques et que les gens se parlent à ces moments vraiment très très précis de transformation, de crise ou des choses, juste des améliorations. Et voilà, donc du coup, donc là, je suis partie déjà très loin, mais ça c'est ma spécialité. Mais du coup, à la question de Jordan, quel était mon premier sprint? Bon, ça, c'était marrant parce que, en fait, je suis arrivée, c'était dans une agence et en fait, je devais travailler sur un sprint que j'avais préparé. Et en fait, on m'a dit, non, en fait, on va pas travailler là-dessus, on va travailler sur l'expérience voyageur chez Michelin. Et voilà. Et du coup, on était 25 dans une petite salle
Et toutes les méthodes ont bien marché. Il y avait des super petites idées de prototypes. Et du coup, voilà, je me suis dit, waouh, bah, dans ces conditions-là, tout est possible. Hein. Donc depuis, je suis croque. Je suis croque du design sprint. Merci Pauline, merci beaucoup. Bah oui, comme tu le disais, du coup, on va ça. J'ai bien retenu tous les problèmes. Les problèmes de l'entreprise sont principalement des problèmes de communication. Ça tombe bien. C'est vraiment deux exemples que vous nous montrez, deux exemples. Enfin, dire que, pardon, David et Karim se sont attaqués aux problèmes de communication de deux entreprises différentes, voire trois si on considère que dans le cas de Karim, il y en avait même deux. Donc, on va vraiment parler de ça. Là, on va vraiment se plonger dans cette partie. Qu'est-ce qu'on prototype quand justement on s'intéresse à des problématiques organisationnelles, des problématiques de communication? On commence assez simplement avec Karim et David qui vont nous présenter un design sprint qu'ils ont eu la chance d'effectuer sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Et ensuite, on débrief avec Pauline tous les trois en répondant à vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Karim, peut-être je te laisse commencer. Avec plaisir, merci. Merci Jordan. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc effectivement, dans mon cas, je me suis retrouvé confronté à la situation où il n'y avait pas qu'une entreprise, il y en avait deux. Et ces deux entreprises, se rapprochant, avaient besoin de se donner une vision commune, une direction, c'est ce qu'en français on l'appelle étoile du Nord, venant de l'anglais North Star. Et le challenge pour nous, designers, facilitateurs, animateurs, a été de essayer d'arriver à accompagner ces équipes de deux entreprises à trouver leur North Star en une journée. Donc, est-ce qu'on peut faire un design sprint au-delà de produits numériques? Je viens d'en parler, effectivement, oui, c'est possible. Nous, on a réussi à le faire en une seule journée. Et je vais donc vous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé tout ça. Donc, je le disais, un jour, deux grandes entreprises françaises que je ne pourrais pas nommer, spécialistes dans la vente de matériel électroménager, électronique, produits culturels, ont décidé de se rapprocher. Cela ne date pas depuis longtemps et l'intention a été de créer un grand groupe français, toujours spécialiste dans ce même secteur d'activité. Problème, c'est que le rapprochement se fait pas tout de suite, comme Rome n'a pas été construite directement en un jour, donc ils se sont vite trouvés confrontés à deux organisations, des cultures d'entreprise différentes, des façons de faire différentes, des promesses clients différentes, et ainsi de suite. Donc problème de communication, d'alignement, tous des mots-clés qu'on a déjà évoqués. Donc, la demande, c'est aidez-nous à développer une mission client, une North Star, qui soit au niveau groupe, donc qui nous chapeaute, qui nous guide tous ensemble et qui nous permette aussi de prioriser tous les chantiers que nous avons, parce que ça, pour le coup, les entreprises sont toujours capables de générer énormément de chantiers qui s'ouvrent et qu'ils ont du mal après à clôturer. Donc, avoir une North Star était pour eux important, non seulement pour créer un alignement entre toutes les équipes, mais aussi pour pouvoir prioriser tous les chantiers qu'ils avaient à ouvrir dans leur roadmap. Donc, notre proposition a été de dire, sans doute, la première des choses, c'est commençons par rassembler tous les sachants, toutes les personnes expertes dans leur domaine, qu'ils viennent d'une entreprise ou de l'autre, peu importe. Mettons-les tous ensemble, idéalement dans une salle. À l'époque, on pouvait aussi faire des design sprints en physique. Aligner aussi le décideur, donc le commanditaire qui était à l'origine de la demande, et toutes les différentes parties prenantes autour des résultats de ce design sprint. Craquer donc une vision commune, quitte à ce qu'elle soit tentative, soumise à des tests après internes, à des validations internes, mais au moins arriver à avoir une vision commune qui fasse consensus. Et puis tenter aussi d'un premier exercice de priorisation. Le tout dans une seule journée. On y va. Donc ils nous ont dit, OK, on est preneur. Le fait que ça soit sur une journée, c'est très bien. Comme ça, on peut le caser dans nos agendas.
Donc, l'enjeu pour nous, bien évidemment, a été quand même de faire une préparation aux petits oignons pour faire en sorte que tout ça puisse rentrer dans une seule journée en découpant en 2 temps forts, matin et après-midi. Donc, on s'est dit le matin, alors que les énergies sont assez fraîches, on va surtout capitaliser sur un travail de chauffe et d'inspiration et ensuite d'écriture. De quoi? De cette North Star, ce fameux produit qui n'est pas numérique, cet artefact qui est plus qui a pris après la forme d'un manifesto écrit, mais qui était la fameuse étoile du Nord qu'on cherchait à craquer. Et ensuite, dans l'après-midi, travaillant plutôt sur des cas d'usage qu'on va mixer avec des cas d'usage existants. Et sous le prisme de cette étoile du Nord, on va essayer de construire une trajectoire de transformation, donc une roadmap avec justement la priorisation des différents chantiers. Donc autant vous dire que voilà, pour arriver à mobiliser une trentaine de participants, parce que c'est de ça aussi qu'on se parlait, tout au long d'une journée, il fallait quand même une agenda assez bien rythmé et bien découpé, avec pas mal d'activités et d'exercices, mais aussi pas mal de phases de pause. Et bien sûr, le grand classique, un icebreaker qui permette un peu à tout à chacun venant de différentes équipes et entreprises. Entre parenthèses, au sein même de la même entreprise, il y avait des personnes qui travaillaient depuis des années, qui s'étaient jamais rencontrées. Donc, il fallait davantage casser les silos. Donc voilà, on est passé par un icebreaker assez classique de portrait random où chacun un peu a pu s'amuser un peu à se auto-dévoiler. Et ensuite, on a commencé à chauffer les esprits et notamment à faire un peu de pédagogie autour de l'étoile du Nord. Qu'est-ce que c'est une étoile du Nord? Donc, on a expliqué, voilà, qu'est-ce que la différence entre, c'est quoi la vision d'une entreprise, c'est quoi la mission d'une entreprise, l'étoile du Nord étant plutôt la vision, et on a donné des exemples de grandes entreprises françaises et étrangères. Et on est arrivé après en disant, ça, c'est un peu entre guillemets, les best practices. Vous, où est-ce que vous vous situez? Vous avez 2 marques, 2 visions et 2 missions, et une philosophie qui est quand même pas, qui n'est pas aussi éloignée. Donc, on va pouvoir y arriver. Et pour y arriver, donc, on a pris les 30 personnes, on a créer des mini-groupes de 5 personnes, 5-6 grand maximum, chaque, bien sûr, groupe étant accompagné d'un facilitateur. Et on a demandé à chaque groupe de travailler en 3 temps sur 3 types d'exercices. Quel serait le contrat de confiance culturelle? Et si nous étions un label de qualité? Et quel serait le magasin des geeks de l'électroménager? Donc, avec feutre et post-it, chacun a joué le jeu en groupe et ensuite en collectif, en rassemblant un peu toute cette matière, tout ce jus de cerveau qui s'est mis en place petit à petit. Alors forcément, chaque groupe avançait un peu avec sa propre vélocité, mais tout le monde quand même a réussi à jouer le jeu. Entre des moments de travail en silence, comme veut la bonne école Design Sprint, et puis des moments plus de prise de parole, où chaque leader de groupe a pu présenter l'accomplissement de son propre groupe de travail. Donc c'est comme ça que petit à petit, exercice par exercice, nous sommes arrivés au moment clé de dresser cette vision cible à partir d'un template qu'on leur avait donné à chaque groupe. Et nous sommes arrivés avec, à ce moment-là, un travail vraiment collectif autour de ces ardoises, à écrire, groupe 1, groupe 2, qu'est-ce qu'aurait pu être, à partir de chaque groupe, tout d'abord, la North Star, et puis à faire un énième travail de synthèse et de convergence. Ça a été l'aboutissement de la matinée. Donc là-dessus, tout s'est bien passé en termes aussi de respect de timing. Mais on a commencé quand même à détecter qu'il y avait des petits problèmes qui commençaient à s'installer, comme quoi les ardoises étant facilement effaçables, donc on pouvait effacer des mots, on réécrivait, et c'était pas hyper facile d'arriver quand même à trouver un consensus autour des mots et à figer un tout petit peu dans le marbre, je mets les guillemets,
une phrase qui puisse permettre à chacun de se auto-situer. D'autant plus que, et on le verra, je vais l'anticiper un tout petit peu, tout ce travail fait par le collectif a été malheureusement revu du sol au plafond par le commanditaire pendant le sprint. Donc, avec finalement un gros moment presque psychodrame qui a malheureusement plombé tout le travail de l'intelligence collective jusque-là. Ce qui nous a pas empêché quand même dans l'après-midi de remettre de l'énergie et de redonner quand même un sens à tout le travail de tout le monde pendant la journée, notamment autour des use cases. Certes, la North Star, c'était pas nécessairement la North Star que le collectif avait généré, mais ça n'a pas empêché quand même d'arriver à écrire un certain nombre de use cases. Pareil, travail d'accompagnement avec des templates assez, je pense, connus par chacun. Et ensuite, plutôt dans l'après-midi, fin de journée, un travail de rassemblement, de collection, rassemblement, et puis finalement surtout vote, priorisation, avec deux jolies matrices, des use cases positionnés selon le degré de complexité de mise en œuvre, et les mêmes use cases situés sous le prisme de complexité North Star, donc avec finalement des bons résultats, ce qui a permis finalement donc aux deux entreprises à la fin de la journée de se retrouver avec une North Star, je répète, pas forcément le produit du collectif, mais aussi avec une liste de chantiers, les fameux chantiers stratégiques, donc les actions ordonnées et priorisées selon la pertinence par rapport à cette North Star. Ce que j'ai pu retenir de cette journée, qui a été donc pour moi une expérience super excitante et aussi énormément énergivore, comme moi qui était facilitateur avec mes autres camarades d'équipe, ça a été que le challenge de rapprocher les personnes, les équipes de ces deux entreprises qui ne se connaissaient pas jusque-là, et d'activer donc une intelligence collective à une échelle de 30 personnes, ça a été un challenge réussi. On a réussi à mélanger les savoir-être et savoir-faire. J'ai encore des verbatims de personnes qui disaient « Ah oui, toi tu fais ça, oui, mais tu sais, moi je peux faire ça ». Donc un partage vraiment de conseils, de pratiques, limite des tutoriaux en prise directe. Donc une vraie intelligence collective qui s'est mise en marche, malheureusement avec des écueils assez frustrant pour toute l'équipe. Il y a le fait qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes, on l'a ressenti dans la difficulté quand même, dans la laboriosité d'arriver à produire cet artefact qui en plus n'était pas visuel, on n'avait pas des maquettes à produire, c'était vraiment un manifesto. Un manifesto qui a été quand même retravaillé intégralement par la direction, le fameux commanditaire, et pendant le sprint. Donc ça a un peu gelé, frisé un peu les esprits, plombé les humeurs. Et un décideur qui malheureusement est arrivé tardivement dans le design sprint. Donc je pense qu'on en parlera après, mais voilà, comme comment dire, bonne règle se veut, le décideur doit être présent tout au long du sprint, et nous malheureusement on l'a pas eu, et ça s'est ressenti hélas justement avec ce petit point d'achoppement. Voilà pour mon retour d'expérience sur ce design sprint au-delà des produits numériques. Merci beaucoup Karim. Donc on voit bien les problématiques qu'on va aborder effectivement dans une troisième partie. Comment est-ce qu'on protège des mots? Déjà, comment est-ce qu'on les fait naître? C'est pas évident. On n'a pas les mêmes mots. Comment est-ce qu'on les protège? Comment est-ce qu'on les fiche dans le temps? Merci pour ce premier témoignage. On va passer à toi, David. Je partage l'écran le schéma que tu m'as envoyé. Ouais. Ou tout à l'heure, je te le redirai si tu veux. Ouais. Mais bon, en fait, par rapport à ce qu'a raconté Karim, on est un peu quelque part à l'opposé parce que on est dans une petite boîte, tout le monde se connaît, tout le monde sait comment marche l'autre, et limite trop parce que on sait qu'elle va grossir et que cette tradition orale là, cette culture commune, ce vocabulaire commun, les nouveaux arrivants peut-être ils auront du mal à s'y mettre, quoi. Voilà. Et je crois que c'était ça l'enjeu, mais ça on l'a vu après que c'était ça l'enjeu en fait, parce qu'au début la commande c'était plutôt comment on s'organise pour faire émerger de nouveaux produits avec les données qu'on a déjà. C'était ça quoi. Et donc même le brief, je dirais tout le monde le connaissait le brief.
qui a été fait, mais il a été bien fait et peut-être que même quand on demande à un dirigeant de revenir être le sponsor d'une démarche et qui fait cet effort de préparer un brief, il va réagencer les choses d'une manière qu'il n'avait jamais exprimée des fois. Cet exercice-là, je crois qu'ils le font peut-être pas assez, quoi. Même là où tous les gens se connaissaient, quoi. Après, on a réussi dans un deuxième temps à les projeter sur, je vous ai parlé hein, d'une espèce de framework, voilà, une organisation type. On les a projetés à la fois avec une intervention en live, voilà, de quelqu'un qui avait vécu la même histoire, et puis la partie pédagogique. Là, ça a été, c'était pas l'étoile, c'était pas l'étoile, c'était la chaîne, c'était le data mesh, la chaîne de données, voilà, qui introduit un peu comme l'agilité, quoi, des postures, mais aussi quelques grands principes. Et quelque part, derrière les outils, les machins, c'est rien en fait. Si les gens ils ont pris en compte les postures, les principes, ça roule tout seul et c'est ce qui s'est passé en définitive. Voilà. Mais cette partie ouais, pédagogie, en fait, elle est assez importante en fait. Et on a réussi à la caser comme quand on fait un benchmark en fait en design sprint de manière assez souple. Et puis après, ils ont parlé un peu de leur quotidien et de ce que ça pourrait devenir s'ils intégraient les principes qu'on leur avait présentés. Et donc là, derrière, en 2 jours, en définitive, on arrive, il y avait 14 personnes, heu, on arrive avec 3 équipes qui prennent les sujets de manière différente et c'est super parce qu'il y a une équipe qui a proposé un truc qui était autour, des personnes, une équipe qui a pris le truc autour des interactions entre ces personnes et puis une troisième équipe qui a fait sur les outils. Donc c'était pile poil, ça se matchait bien tout ça. Voilà. Et puis, à la fin, en fait, quand chacun a proposé, on dirait, ses idées d'intégration, par rapport au framework, on s'est retrouvé à la fin avec quelque chose, qui était assez intégrable. Et puis la mise en commun, ça a été, là, si tu veux ça a été de se dire: «Bah, là, voilà, bah, là, on estime qu'on a ces documents-là, qu'on a ces comités-là». Et puis, le test s'est passé, un petit peu différemment. J'ai vu qu'il y avait, que j'ai des collègues, qui font du LSP aussi, coucou Isabelle, qui sont connectés. On a joué un peu les émergences, c'est-à-dire, si on se pose ces questions-là, si on se lance ce projet-là, ah ben oui, on va mettre telle information dans tel endroit et puis c'est telle personne qui doit rappeler tel truc et puis, on va utiliser, on va le dire dans tel comité et puis on va l'inscrire à tel endroit, voilà. Donc, on a joué un petit peu comme ça, des émergences. Ça a été ça le test, hein, il n'y avait pas vraiment de prototype quelque part, quoi. C'était cette espèce de tableau là qu'ils ont affiché à un moment dans les couloirs, mais en définitive, ce dont on s'est aperçu à la fin, c'est que c'était l'histoire, hein, c'est un peu comme un LSP en fait, c'était l'histoire qu'ils avaient construit ensemble, qui était dans leur tête et c'est ça qui a fait la transformation derrière et qu'ils ont pu, ensuite sortir, les produits, en fait qu'ils avaient alors pas encore imaginés, mais qu'ils savaient qu'ils allaient inventer et notamment, on se rappelle de temps en temps parce que sur des périodes clés, là, quand ils vont mettre par exemple le comité 2 en place, ils disent: «Ah David, est-ce que tu peux revenir? Parce que c'est difficile de faciliter et d'être acteur en même temps. Donc est-ce que tu peux nous refiler un coup de main sur, ça?» Et puis du coup, petit à petit, moi je vois les produits qui sortent donc de ce design sprint. Je vois aussi maintenant, des produits qui sortent et puis des trucs, comme c'est de la santé, voilà, c'est des trucs qui touchent, hein. Par exemple, ils ont fait un outil qui permet, d'améliorer de façon, gigantesque la détection, du cancer, de certaines formes de cancer. Donc voilà, on se dit là que voilà, on travaille pas pour rien, quoi. Même si c'est pas nous, hein, qui sommes dedans, hein. Voilà. Mais le fait de mettre les gens ensemble, voilà, ça et le truc, tu vois, par rapport à ce que j'avais, pour moi au début là, c'était vraiment de mettre des gens ensemble avec une méthode, tu secoues et ça marche. C'était un peu ça le design sprint. Puis en fait, il faut enfin, ce que je faisais pas au début, que je fais plus maintenant, faut vraiment faire attention aux gens, quoi, dans le design sprint. Parce qu'ils mettent, énormément de choses. Les gens, ils sont hyper impliqués, hein, en fait, en général, dans leur boulot, ils s'impliquent émotionnellement et en fait, si tu as un gros barbu bourrin, des fois comme moi, en fait, faut vraiment faire attention aux gens, quoi. Voilà. C'est peut-être ça que j'avais loupé moi, à un moment où il y a eu quelques écueils, mais voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, David. Voilà, donc on a vu 2 exemples de design sprint qui ne portaient pas sur des maquettes UX ou UI, pas d'interface, pas de produit numérique.
même si, comme tu le dis, David, on en parle un peu, mais vraiment, c'était des design sprints qui se consacraient soit sur des phrases de communication, des objectifs ou des process d'organisation. Je vais me tourner vers toi maintenant, Pauline. Voilà, donc on a vu 2 exemples, flow, processus, promesse, stratégie. Pour toi, que peut-on prototyper lorsqu'il n'y a pas de maquette UX UI? Donc, ce que je vous disais en introduction, c'est vrai que au niveau du prototypage, il faut comprendre ce qui permettra de tester ses idées, ses solutions, pour prendre les bonnes décisions. C'est vraiment le but du sprint. Donc là, c'est très variable. Donc, par exemple, comme ça, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, selon qui est impacté dans la problématique, dans le projet, en fait, on va aller chercher les résultats. Enfin, en fait, nous, on veut améliorer les résultats en permanence. Ça sert à ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait améliorer la satisfaction client? Qu'est-ce qu'on a entendu? Donc, est-ce que c'est de faire un petit appel, un petit formulaire, un petit jeu de rôle, une anti-solution? En fait, pour ça, il y a déjà pas mal de choses à faire. Mais souvent, les problèmes initiaux au produit, c'est avant la satisfaction client, parce que ça, c'est vraiment lié au produit final. Ça va être la performance, l'engagement des équipes, la qualité des procédures ou des problèmes juridiques, donc des problèmes de conformité, etc. Donc là, effectivement, on peut très bien faire des landing pages pour expliquer un principe, mais aussi on peut aussi créer. Non, voilà, je vous passe tout ça, excusez-moi. En fait, il faut se poser les questions vraiment où est-ce que sont les problèmes à résoudre et à quel niveau de l'organisation on va aller résoudre ces problèmes. Parce que si ça se trouve, c'est juste un problème justement de communication. Alors, on en parlait. Est-ce que les gens étaient au courant, en fait, qu'il y a eu, par exemple, une nouvelle réglementation? Est-ce que les gens sont formés? C'est peut-être juste un accès à un catalogue de formation ou un mail, tout simplement. Des choses comme ça. Ou par exemple, on voit que c'est des personnes qui se parlent pas entre elles parce qu'il n'y a pas de process prévu dans la validation. Donc faut visualiser à quel moment les gens doivent interagir entre eux. Donc ça, on va faire un service blueprint. Ou par exemple, il y a plein de choses, mais je vais vous en montrer des exemples. Donc, est-ce que c'est vraiment au niveau du produit final? Attendez, j'ai plein de slides, évidemment, comme d'hab. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était, en fait, ce qu'il faut toujours évaluer, c'est par rapport au temps qu'on a. Donc, là, on est dans des petits sprints, c'est des sprints très, très courts, avec les ressources qu'on a dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on est capable de produire pour faire réagir et créer la discussion? Parce qu'à ce niveau-là, on est plus sur des problématiques internes. Donc, c'est simplement connecter les gens, créer des espaces de discussion, plutôt que vérifier l'utilisabilité d'une fonctionnalité, toutes ces choses-là. Mais ceci dit, là j'ai listé quel type de proto. Donc, on a par exemple le Golden Circle pour visualiser la vision et faire réagir dessus. Je vais vous montrer un exemple. Le service blueprint, c'est un super, c'est vraiment un super outil pour les équipes pour réagir en réel, quoi. Le business origami, je vais vous présenter un exemple. C'est vraiment c'est un peu ce que montrait juste avant David. C'est des flows, quoi. C'est des flows, mais organisationnels avec des rôles et puis qu'est-ce qu'on en produit. Mais c'est plus, en fait, c'est en papier. C'est des processus, donc des arborescences. Ça peut être aussi un game plan, donc on peut dire aussi un planning, en fait, une roadmap, et faire réagir dessus. Évidemment, ça peut être un formulaire et puis un storyboard, ça vous connaissez certainement. Donc, par exemple, là, on travaillait sur la stratégie, l'évolution d'une marque. Donc là, vraiment, c'est l'idée de se dire, où est-ce qu'on veut la mener? Est-ce que,
où est-ce qu'on veut l'emmener, quoi. Donc là, évidemment, on avait les dirigeants, les membres de chaque direction et la DIRCOM, en gros. Bon, l'idée, c'était vraiment de se projeter. Donc, il y a des choses très simples et le Golden Circle c'est vraiment un endroit intéressant pour s'aligner sur la raison d'être de l'entreprise et les moyens de la réaliser, mais aussi de communiquer facilement après l'atelier, parce que ça, c'est vraiment une des clés. Après, là, on travaille sur vraiment du process. Donc là, c'est comme je vous disais, le processus de validation, des processus vraiment très très complexes. C'est souvent dans les banques que tout ça se passe et ça fait perdre beaucoup d'argent et ça crée beaucoup de déchets, de gâchis de temps, de perte d'énergie, perte d'informations et du coup, au final, le produit en pâtit. C'est-à-dire que le client final pâtit beaucoup de ces problèmes d'organisation. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il faut visualiser. Notre job, notre grande force, c'est de représenter les choses, les problèmes, les gens, les points de contact. Bon, là, c'est pas très joli, mais disons qu'on a fait le service Blueprint en live pour que chacun s'exprime. Et du coup, facilité par un facilitateur ou une facilitatrice, ça permet en fait d'avoir les grands moments d'expérience un peu complexes qu'on va aller résoudre après en prototype ou en formulaire ou en note d'entretien, de réunion, note de cadrage. Ça peut être des templates en fait de documents, tout simplement. Donc là aussi, c'était intéressant encore une banque. Problématique de collaboration entre les directions, marketing et DSI. Bon, là, c'était intéressant, l'anti-solution qui est une méthode sympa de gamestorming. C'est vraiment l'idée de mettre en scène, donc il y a du jeu de rôle et mettre en scène la pire solution à notre problème. Donc là, en gros, ça avait un problème d'agilité, donc, notamment sur la relation client. Alors, on va rajouter un formulaire qui sera lu par un comité de demande qui le validera au bout d'un très long process. Et en fait, ça, c'était ce qui se passait, une vision un peu évidemment un peu plus important, mais disons que c'était hyper drôle et donc ça crée en fait dans le groupe, on se dit on a vraiment un problème, on va simplifier tout ça, donc ça va changer vraiment l'engagement et se dire en fait on est tous d'accord, il y a vraiment un problème. En fait l'humour c'est pas mal. Voilà, donc celui-ci peut-être vous connaissez beaucoup moins, parce que ça je le vois rarement dans les sprints. Donc ça c'est une méthode créée par SAP. Et donc là vous avez plein de modèles en fait de petites cartes. Et là ça permet en fait de faire des liens entre les directions, entre les bâtiments, les assets, en fait, tout ce qui crée l'architecture de l'entreprise. En fait, ça permet de représenter de manière tangible, physique, des liens intangibles. Et donc, ces fameux liens intangibles qui posent souvent beaucoup de problèmes dans les organisations. Donc ça, c'est pas mal au tout début. Ça prend vraiment très peu de temps et puis c'est marrant. Les gens font les choses avec leurs mains et ça, c'est cool. Donc ça se rapproche de ce que tu disais par rapport au Lego Serious Play. Bon, voilà, donc il y a plein d'exemples, même un storyboard, ça permet déjà de tester. Là, c'était un produit, c'était une gamme de cosmétiques. Bon, ça nous a permis de faire un brief pour les designers 3D. Bon, ça, à la limite, c'est plus compréhensible. Voilà. Donc, ça y est, j'ai beaucoup parlé. Non, ça va. J'ai encore du temps. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il faut toujours se poser la question, quel est le bon ratio par rapport à l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez tester et l'effort que ça va vous prendre? Sachant que là, on est vraiment sur des petits prototypes très basse définition et les ressources que vous avez. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Super, merci Pauline. Moi, ça me donne envie peut-être juste de donner la parole à David. Toi, tu utilises les Lego aussi, des facilitateurs Lego. Pour quel type de problématique tu peux utiliser ces Lego? En fait, par rapport à ce qu'on fait, alors c'est les mêmes problématiques.
fait, c'est de la résolution de problèmes. On s'approche un peu de l'origami. L'idée, c'est vraiment, on utilise ça. Alors Isabelle peut me corriger aussi dans les commentaires parce qu'elle est beaucoup plus capée que moi. Et puis on est plein de design sprinters à être facilitateurs Lego. Mais tu vois, quand on a une complexité très forte dans des organisations très complexes, en fait, c'est là où le Lego il est hyper puissant, quoi. Et puis on va aller chercher en plus des tu veux le fait. Alors il y a une histoire de relation main-cerveau et on va aller en fait rechercher quand on assemble des pièces, il se passe des trucs là dans notre cerveau qui sont derrière la censure consciente inconsciente et qu'on va conscientaliser lors de la prise de parole. Et ça, c'est d'une puissance absolue, quoi. Moi, j'y suis allé à la certification, enfin à la formation, et je lui ai dit, il y avait de la magie, machin. Mais moi, je suis développeur, hein, je suis un mathématicien. Moi, je veux que ça soit. Mais il y a de la magie, quoi. Il y a vraiment de la magie. Merci beaucoup, David. Du coup, là, je me tourne plutôt vers tous les trois. Donc, on a bien vu, quand on s'attaque à des problèmes de communication, des process, on peut prototyper à travers des phrases, à travers des templates, à travers de l'activité même scénique, comme je disais avec l'anti-solution de Pauline. On peut commencer à maqueter des choses un peu comme des Lego, comme un origami business. Comment est-ce qu'on fait, finalement, une fois qu'on a fait ça, pour que ça devienne, que ça reste périn, que ça dure dans l'entreprise? Parce qu'à la limite, une maquette, on se dit, bon, on la donne aux développeurs, on la donne aux designers, ils vont la reprendre, ils vont au moins partir de ça. Comment est-ce qu'on fait quand c'est pas une maquette, justement, pour assurer la pérennité du travail? Si je continue moi sur les Lego, je pense que si on a fait un truc Lego, faut au moins prendre des photos si on veut. Mais sinon, je sais qu'il y a des boîtes à la fin de certains ateliers qui ont demandé à ce que les Lego soient gardés et limite ils sont exposés dans l'entreprise, quoi. Quand on passe devant, on le voit et on le raconte. Et moi, dans mon exemple, en fait, ils ont fait un poster qu'ils ont mis dans les couloirs, quoi. Et ils se retrouvent dans les couloirs à se dire, bah là non, mais nous on va plutôt le faire là ou là. Je pense qu'il faut vraiment penser au plan de com derrière. Moi, je suis pas très fort à ça, mais il faut vraiment l'anticiper. Ouais, je suis d'accord avec David. Effectivement, un peu les quelques photos que moi j'ai partagées, on avait la consigne en tant que facilitateur aussi de prendre des photos pour documenter, pas que pour nous, mais aussi pour eux-mêmes. Et je sais que, à défaut d'avoir malheureusement pas pu voir le manifesto final qui a été soumis au COMEX du groupe, mais en tout cas, je sais qu'ils avaient diffusé en interne, dans leur newsletter interne, quelques photos de la journée pour dire, voilà, on a regardé, différentes personnes de différentes équipes se sont retrouvées ensemble, ont travaillé ensemble. Ça a permis, à défaut de pérenniser, comme tu disais Jordan, au moins de créer un momentum, une attention, de mettre sous la lumière un peu cet effort collectif. Et donc voilà, je pense qu'à l'époque, en tout cas, ce type d'expérience a permis de générer ça aussi. Mais sinon, je peux terminer aussi, là actuellement, ce que on essaie de faire, moi et mes équipes, quand il y a effectivement la possibilité de lancer un design sprint, c'est d'inclure dans la proposition aussi pas un plan de com, mais quand même un petit support. Ça peut être tout simplement aussi un gros manifesto qui met en situation quelques moments clés de la journée. Donc, histoire que voilà, ils aient effectivement un truc tangible en complément du livrable officiel du design sprint. Après qu'ils en fassent ce qu'ils veulent faire, un post LinkedIn ou que sais-je, mais parfois ils l'acceptent, parfois non. Mais oui, d'ailleurs, un post LinkedIn, ça peut être un prototype. Exactement. Mais c'est vrai que la communication, c'est un truc important parce que c'est vrai qu'on peut, dans un sprint, on peut pas inviter tout le monde, mais il faut bien s'assurer que derrière, il y a une restitution. Ou au sprint master, en général, c'est souvent notre rôle, en fait, de synthétiser et puis de s'assurer que les résultats, la problématique, les résultats ont bien été, se soient diffusés. Donc ça, c'est vrai que c'est un effort supplémentaire parce que sinon ça va vraiment servir à rien. Voilà, parce que il faut penser que c'est toujours des gens qui travaillent sur le produit, donc les gens qui le font, ils doivent être au courant et surtout engagés. Donc c'est pas seulement les gens qui décident,
Et donc, ça peut prendre du temps. Hein. Voilà, il faut que ça soit accepté aussi. Hein. Les solutions doivent être acceptées par les gens qui produisent. Voilà, donc ça, c'est long. Et c'est comme ça, c'est l'entreprise. Merci à tous les trois. Il nous reste environ une dizaine de minutes, donc on va commencer à prendre quelques questions. Et puis je crois que Pauline, il y avait aussi des choses que tu voulais nous indiquer sur notamment les red flags. Et je profite du coup d'une question de Cybèle qui se demande justement comment savoir quand il faut utiliser le design sprint ou pas. Oui, alors je sais pas si tu peux préciser, Cybèle, quel type de sprint, parce que c'est toujours la question. Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, je réponds tout le temps. Tout le temps. Vas-y. Tu réponds quoi, toi? Non. Tout le temps. Tout le temps. On peut tout le temps faire du design sprint. Oui, voilà, c'est ça. En fait, oui, le sprint, on doit livrer un prototype testable. C'est ça le sprint, c'est ça la différence. C'est pas une réunion où on dit des choses et on planifie. C'est vraiment, on doit, en tout cas, si on n'a pas le temps de faire l'artefact, on le prépare et on sait à qui on va le faire tester. C'est ça la différence. Donc on peut, voilà. Et donc le plus efficace, c'est de faire des sprints tout le temps, mais pas des sprints de 5 jours. Entendons-nous bien là. Ça, c'est contre-productif totalement. Mais bon, j'en parle dans mon bouquin, dans la formation, etc. C'est vraiment, au contraire, éviter de faire des sprints de 5 jours. Enfin, parce que c'est déjà très difficile très coûteux, très difficile à mener. Mais bon, si vous avez les moyens, c'est très efficace, c'est super, mais avec quelques points d'alerte à surveiller dont on parlera après. Il y avait aussi une question, je me tourne encore vers tous les trois, de Caroline, qui découvre le design sprint. Elle nous précise, Caroline, merci pour ta précision. Elle nous demande comment est-ce qu'on peut estimer le ratio mentionné par Pauline. Je pense que Pauline, c'est quand tu parlais du fait qu'il faut un facilitateur pour 8 personnes, souvent divisé en groupes de 2. Mais est-ce qu'il y a en gros des méthodologies pour statuer sur le nombre de personnes qu'il faut embarquer, le nombre de jours et le nombre d'ateliers pertinents? Oui. Ça, c'est vraiment, tout est dans le bouquin. C'est vraiment la méthode que je vous propose. Alors, si je peux te donner ce que je peux te montrer là, c'est que, bon, voilà, déjà, j'ai produit un certain nombre de types de design sprint pour résoudre des problèmes différents. Mais il n'y a pas que cet aspect-là, dans le sens où il y a des problématiques, mais il y a la disponibilité des gens, les ressources à dispo même pour réaliser le projet. Il y a la priorité du projet pour l'entreprise. Donc, est-ce que c'est vraiment critique? C'est plus un problème d'innovation dans le sens où voilà des concurrents commencent à gratter du terrain. Voilà. Donc, il y a des problématiques très différentes dans les entreprises. Et pour ça, on n'utilise pas les mêmes méthodes. Donc ensuite, tu vois, après, bon, il y a aussi une technique pour savoir qui on invite. C'est, voilà, dans le projet, dans le projet sur lequel je travaille, donc qui est le commanditaire, pour qui il travaille, quelles sont les équipes impactées, est-ce que voilà, vous regardez ce que je vous ai montré en haut. Les résultats, qui est-ce qui est intéressé par le résultat des ventes, le résultat, les objectifs de, la satisfaction client, l'expérience, la performance de l'entreprise. Et selon, en fait, c'est là où vous allez voir à qui vous adressez. Et après, il faut aller les rencontrer ou les faire venir tout de suite dans le sprint pour poser les problèmes, les objectifs de chacun, les contraintes. Donc, le rôle du facilitateur, c'est vraiment de synthétiser, fédérer tous ces gens et se dire, OK, maintenant on a toute votre vision. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement? Et donc, pour ça, il faut prototyper des petits pas. Il faut créer des petits éléments pour voir qu'est-ce qui va changer vraiment, qu'est-ce qui va avoir un vrai impact pour l'entreprise.
Depuis peu, merci Pauline. Ouais, depuis peu, moi, je fais aussi attention à, comme je disais tout à l'heure, on met beaucoup de choses dans notre quotidien, dans nos entreprises, dans nos projets, voilà, y compris émotionnellement. Et sur certains cas, moi, j'hésite pas à rajouter, même si on a dit 1 pour 8 à la louche, un facilitateur qui, si on anticipe qu'il peut y avoir des situations émotionnelles difficiles, qui soit capable de prendre en charge la personne voilà, qui est émotionnellement dans un moment difficile, la préserver le groupe aussi. Voilà. Il y a des cas voilà, où il faut un petit peu anticiper un peu plus. Quoi, voilà. Je me suis pris les pieds dans le tapis une fois. Oui, c'est vrai. Mais bon, après. C'est rare, je pense. Hein. Je pense que c'est rare. Mais... Si je peux me permettre, il y a une question, enfin plutôt un point que Sybelle a précisé autour de Design Sprint, autour de la hiérarchie d'infos. Je voulais rebondir dessus aussi pour, en contrepoint, répondre à la question de quand est-ce que ne pas faire de Design Sprint ou quand est-ce que potentiellement un Design Sprint n'est pas nécessaire. Effectivement, dans l'exemple qu'elle donne, j'aurais envie de dire oui, un design sprint peut être pertinent pour craquer par exemple un sujet de hiérarchie d'infos sur une page offre, à condition que, et si tant est que, déjà au sein de l'entreprise, ils n'arrivent pas à trouver un alignement sur ce qu'ils veulent raconter en priorité. Parce que parfois, le commanditaire, par exemple, un responsable digital ne sait pas parler avec un responsable marketing, qui ne sait pas parler avec le responsable finance ou technique, et donc en fait, ils savent pas comment vendre une offre. Donc, dans ce cas de figure, le design sprint peut effectivement intervenir pour dire, bah tiens, mettons tous ces beaux gens ensemble et essayons de trouver ensemble un canevas d'histoire qui fasse après objet d'une page offre. Mais si à l'inverse, tous ces gens savent déjà très bien qu'est-ce qu'ils veulent dire et du coup, il suffit juste d'un bon brief. En fait, pour moi, il n'y aurait pas nécessairement besoin d'un design sprint. On pourrait tout simplement travailler en chambre. Oui, ça dépend de la taille de l'entreprise ou Enfin, par exemple, typiquement chez Orange, tout est très consensuel. Enfin, il y a beaucoup de directions, etc. Donc, ça va être difficile de faire les choses tout seul, parce qu'il y a un impact sur le groupe et tout ça. Donc là, un petit sprint, mais juste même une demi-journée, hein, dans le sens où, voilà, de quoi on veut parler. Là, je vous montrais, en fait, là, c'est des exemples de méthodes qu'on utilise pour le cadrage. Bon, bah voilà, il y a plein de choses qu'on peut découper. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer, d'aligner les bonnes personnes sur voilà, qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi le problème, pourquoi on n'est pas d'accord, ou comment en tout cas on pourrait améliorer notre manière de travailler. Bon, en gros, ça c'est toutes les questions sous-jacentes hein, qu'on ne pose pas forcément, mais c'est ça. Et après, voilà, on avance peu à peu. Même on peut faire plusieurs sprints en parallèle avec les mêmes méthodes, mais des gens différents. En fait, il y a plein de manières de faire. Mais ça c'est rendez-vous dans ma formation. Il faut que je vous en parle parce que là, je vais vous parler encore pendant une demi-heure. Enfin, ou 3/4 d'heure, ou 3 heures. En tout cas, ouais, ce qui est important, donc on voulait pour qu'on ait encore des questions, les points d'alerte à surveiller, ça c'est vraiment le truc qui fait systématiquement échouer un sprint ou qui n'apporte aucune valeur, en tout cas, hein, on s'est bien amusé, mais en fait ça c'est cool, mais ça sert pas à grand-chose. Donc c'est quand le commanditaire a une solution en tête et n'est pas ouvert à ouvrir sa vision, justement. Donc un peu le principe de Karim, où voilà, ok, on a bien travaillé, mais en fait, vous avez bossé pour moi je suis pas d'accord, alors je vous refais tout. Donc c'est pas du tout bon parce que ça casse complètement l'engagement. Donc autant vous dire que c'est extrêmement difficile émotionnellement pour les équipes, donc c'est mort. Enfin voilà, ça c'est très difficile. Ensuite, le commanditaire ou décisionnaire ne peut pas se libérer, donc ni au début pour briefer, justement ouvrir et expliquer sa vision, ni au moment de priorisation, de restitution qui sont clés pour que les équipes travaillent de manière alignée. Voilà, donc ça si c'est pas possible, c'est que le projet n'est peut-être pas assez prioritaire.
Donc en fait, ça sert à rien de le faire. En gros, le commanditaire ne peut qu'intervenir à la fin, donc ça revient un peu au même. L'équipe projet, les parties prenantes ne peuvent pas être mobilisées dans la phase de cadrage. Donc ça, en général, c'est là où on va avoir à argumenter, convaincre. Donc là, pareil, dans le bouquin, j'ai 3-4 pages d'arguments selon les gens. Bon, mais ça, c'est vraiment, ça dépendra aussi de votre projet. En fait, faut vous dire que votre rôle, c'est de résoudre les problèmes des gens, c'est d'aider les équipes, aider les gens à mieux travailler. Enfin, si vous pouvez résoudre ça, comme ça. Donc, du coup, essayez de voir qu'est-ce qui rend leur vie difficile. Voilà, c'est un peu psy, quoi. C'est vrai. Et ensuite, évidemment, si le sprint, c'est quand même un processus centré utilisateur. Donc, quand on dit utilisateur, ça peut être un client externe, évidemment, mais aussi un client interne. Parce que voilà, il y a des usages de partout. Et donc, si on peut pas les solliciter pour prendre leur point de vue, leur usage, leurs besoins, leurs problèmes, et si on peut pas tester, ça sert à rien, quoi. Enfin bref, ça y a pas d'intérêt. Et donc ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est que s'il n'y a pas de plan de communication prévu après, c'est pareil, ou de restitution un peu plus, dans le backlog, à tous les niveaux. Hein. Il faut travailler à tous les niveaux. Bon, bref, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui vous fera planter ou en sprint, ou tout projet d'ailleurs, hein, globalement. J'ai vécu les 3 derniers, moi, tu vois. Effectivement, ça a planté. Yes, normal. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a un peu fait le tour des questions. En tout cas, moi, j'ai répondu, il me semble. Ah, non, ils en ont avoir, pardon, une nouvelle question de Myriam. Bon, voilà, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, vous pouvez rester avec nous pour les réponses aux dernières questions. Myriam qui nous demande, et si le sprint est pour une petite boîte, petite équipe, et le commanditaire veut faire le sprint, j'imagine que ça marche quand même. Ouais, carrément. Faut juste dire aux commanditaires qu'ils laissent chacun s'exprimer, parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de censure. Enfin, voilà, il faut que chaque personne qui va travailler sur le projet a autant son mot à dire que le décideur. Après, c'est le décideur qui final cut, quoi, mais qui décide de chez décide parce que il a une vision financière et il a une vision aussi du futur normalement. Mais sinon, ouais, non, il faut qu'il soit là, mais il faut bien lui dire attention, pas un mot de plus. Il faut vraiment le discipliner, et c'est carrément possible. Merci. Bon, écoutez, je crois que c'était la dernière question. Avant de dire au revoir à tout le monde, je crois que David, tu avais un petit message pour éventuellement les designers. Super, merci parce que j'avais complètement zappé, je vais le faire au début et puis comme je l'ai pas noté, loupé, voilà. Oui, donc on va commencer à lancer les apéros laptop. Alors ça sera pas des apéros, ça sera des bento box mais des vrais quoi. Peut-être qu'on mangera du bento, je sais pas, on verra. Le midi, voilà, donc restez connectés à Nantes, hein, forcément, c'est parce que je suis dans la région. Donc pour les Nantais, on fera ça pas trop loin de la gare, histoire que ceux qui viennent de Saint-Nazaire, de Clisson, de Châteaubriand ou d'Ancenis ou d'Angers puissent venir d'ici un mois. Donc restez connectés. Merci beaucoup pour ça, David. Voilà, il y a plein de petites rencontres qui s'organisent un peu partout en France autour du laptop. Si vous avez envie d'en organiser, n'hésitez pas à nous contacter, on peut essayer de vous aider pour ça. Voilà, encore merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci d'avoir montré des exemples concrets, d'avoir partagé les réussites, les échecs. C'est super important pour que tout le monde puisse apprendre. Voilà, merci d'avoir été avec nous aussi derrière vos écrans pour suivre cet événement. On se dit à bientôt. Yes, merci beaucoup pour votre attention. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi sur LinkedIn. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt, merci.